la genèse de l'ouvrage. Il se trouve que à Nanterre et dans les universités françaises, il y a vraiment une très forte dynamique des recherches en littérature populaire, culture médiatique, pop culture, disons. Cette dynamique, c'est vraiment une dynamique collective avec des gens qui sont issus vraiment de beaucoup de spécialités différentes, avec des champs émergents de la recherche. Des spécialistes du jeu vidéo, des spécialistes d'Internet et des réseaux sociaux, des spécialistes de la bande dessinée, du manga. Autant de champs qui n'existaient pas il y a encore 15 ans. Qui travaillait sur les jeux vidéo il y a 15 ans? Il y avait 3 personnes. Bon. Et puis, vraiment beaucoup de nouveaux territoires, des nouveaux objets aussi, des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les formats des YouTubers, sur des nouvelles formes d'animés, des nouvelles formes de... Bref, il y a une vraie dynamique. Et depuis quelques années, donc, ces dynamiques ont été un peu agrégées autour d'une association qui s'appelle la LPCM, hein, et on a organisé un très gros colloque où pouvaient se retrouver tous ces spécialistes, tous ces chercheurs spécialisés dans ces nouveaux territoires de recherche. Et il y a eu un congrès, en fait, sur 3 jours, avec beaucoup de sessions parallèles, et une centaine de chercheurs qui sont intervenus, et ça s'est tenu à Nanterre et à la Sorbonne, hein, sur 3 jours. Et au terme de ce très gros congrès, hein, c'était les assises de la recherche en littérature populaire et culture médiatique, on s'est rendu compte à quel point la recherche se renouvelait dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on utilisait des nouvelles méthodes, que se croisaient des méthodes des humanités numériques, de la sociologie des publics, de l'histoire des médias, des sciences de l'information et de la communication, mais aussi un renouvellement des méthodologies de recherche de la littérature ou des études cinématographiques, etc. Donc vraiment, une sorte de réinvention complète de nos outils d'analyse, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un bilan de ces méthodologies. Et ce bilan, on a décidé de le faire en concevant un livre à partir d'un certain nombre de contributions, parmi le très très grand nombre de contributions, celles qui nous paraissaient poser des questions méthodologiques. Il y en avait d'autres excellentes qu'on n'a pas retenues, mais qu'on va publier ailleurs, hein, mais celles qui posaient des questions méthodologiques, on a décidé de les rassembler dans un ouvrage et de précéder ces contributions d'une sorte de réflexion sur les enjeux contemporains de la recherche sur la pop culture. D'où le titre Futur Pop. Il s'agit moins d'imaginer quel sera le futur de la pop culture que de questionner la manière d'appréhender ces formes en permanente mutation des cultures numériques, des cultures médiatiques, de la pop culture. Et donc c'est une sorte d'interrogation collective. Alors pour faire ça, on a décidé de s'associer à 4 personnes. Simon Bréant, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la science-fiction. Aurélie Huse, qui est une des plus grandes spécialistes des questions de transmédialité, de circulation des imaginaires d'un média à l'autre. Alice Jacquelin, qui est une des grandes spécialistes du polar contemporain. Et puis moi qui travaille en effet sur la culture sérielle, la culture médiatique, la culture de masse. Et l'idée était justement d'agréger nos spécialités pour poser ces questions. L'ouvrage prend le parti de poser des questions à partir d'études de cas, d'objets finalement répondant à des caractéristiques extrêmement diverses. On s'intéresse à la fois aux grands messes de concerts de rock, aux énormes concerts de rock, des concerts de stade, en se demandant comment ça fonctionne, comment le public les appréhende. Donc en posant la question finalement de la manière de recevoir le concert de stade, on se pose des questions sur le hip-hop contemporain, parce que le hip-hop, on l'étudie jamais comme un objet, disons, textuel, musical, et on pose pas enfin,
c'est vraiment un domaine émergent de la recherche. Des questions sur l'adaptation, par exemple, comment est-ce qu'on adapte des grandes œuvres de la culture collective, par exemple Roméo et Juliette, et qu'est-ce qui fait que finalement se poser la question de la fidélité à Shakespeare a beaucoup moins de sens que de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un Roméo et Juliette en comédie musicale, en bande dessinée, en film. Finalement, est-ce que c'est pas plus important qu'un Roméo et Juliette en comédie musicale ressemble à de la comédie musicale qu'il ne ressemble à Shakespeare? Dans le fond, voilà, c'est des questions qu'on pose. La pop culture, elle nous montre bien que adapter Roméo et Juliette, c'est pas être fidèle à Shakespeare, c'est être fidèle à la comédie musicale ou à la bande dessinée ou au manga, par exemple. Bon. Autre question qu'on peut poser, mais je vais pas tout citer, hein, je vais en citer quelques-unes. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Qu'est-ce que devient un personnage au fil des adaptations, au fur et à mesure qu'il est repris par tout le monde, par des générations et des générations de personnes. Il y a le cas, par exemple, de Vidocq, François Vidocq, qui était un policier bagnard au début du 19e siècle, et qui a été repris constamment. Mais au début, il a été repris comme personnage, et puis au bout d'un moment, il devient une sorte d'évocation lointaine, parce que finalement, être un Vidocq, c'est être n'importe quel personnage qui est soit bagnard, soit policier, soit un peu louche. Mais on pourrait poser la même question pour Sherlock Holmes. Aujourd'hui, dire quel Sherlock Holmes celui-là, ou dire répondre Watson, c'est pas faire référence à Conan Doyle, c'est faire référence à 1 million de textes, non seulement les textes qui reprennent le personnage de Sherlock Holmes, mais les textes qui évoquent en passant Sherlock Holmes. Et donc Sherlock Holmes, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est le personnage de Conan Doyle? Ou est-ce que finalement c'est juste le signe d'un genre de récit, d'un univers imaginaire, etc. Bon, autre exemple, que devient un personnage comme Bob Moran? Bob Moran, c'est un personnage qui avait un succès immense. C'est le personnage que tous les baby-boomers ont lu. C'est simple, n'importe quelle personne qui avait 10 ans dans les années 60 a lu Bob Moran et a adoré Bob Moran. Bob Moran, c'est le Harry Potter des années 60. Et Bob Moran, l'auteur de Bob Moran, Henry Verne, il est mort il y a 4 ans, 5 ans. Il avait plus de 100 ans, mais il est mort il y a 4 ans. Et il a écrit des aventures de Bob Moran jusqu'en 2010. Alors après, peut-être qu'il a été aidé, hein. Mais le problème, c'est que les gens qui lisaient Bob Moran dans les années 60, ils ont maintenant 75 ans, 80 ans. Que devient Bob Moran? Qui se rappelle de Bob Moran? Pour tout le monde, Bob Moran, c'est une chanson d'Indochine, l'aventurier. Mais qui sait que si Indochine a cité Bob Moran, c'est parce que le chanteur d'Indochine en avait lu et que lui, il était déjà un peu jeune pour en lire. C'est-à-dire qu'il en a lu alors que c'était déjà la fin de Bob Moran, quand il était enfant. Donc il faisait un hommage déjà à quelque chose de vieux. Qu'est-ce que devient Bob Moran? Et il y a un article très intéressant qui évoque les lettres de lecteurs à Henry Verne dans les années 2000. Des gens qui avaient 60 ans et qui disaient « Je fais lire Bob Moran à mes enfants ». Donc Bob Moran devenait une sorte de personnage, de transmission d'une littérature qui était déjà plus de la pop culture, mais qui devenait une sorte de littérature de transmission de ce qu'on avait adoré de la littérature populaire enfant. On peut poser la question autrement. Qu'est-ce qui se passera quand Harry Potter sera devenu quelque chose d'ancien, ou quand les gens donneront à leurs enfants à lire, je ne sais pas moi, le Labyrinthe, ou ces romans qui seront devenus des choses vieillottes, anciennes, désuètes, et qu'on transmettra en allant rechercher dans son grenier pour le donner à ses petits-enfants qui seront arrivés en âge de lire ça. C'est intéressant de se demander ce que devient la pop culture. Alors, pour continuer sur ce point, il y a des domaines où c'est très important. Pourquoi est-ce que Star Wars a si bien marché? Mais parce que George Lucas a arrêté de faire Star Wars et qu'il a fait une deuxième trilogie quand les parents étaient en âge d'emmener leurs enfants. Quand les premiers spectateurs de la première trilogie étaient déjà en âge quasiment d'emmener les enfants. C'est-à-dire qu'il a transformé des rythmes d'industrie culturelle en rythmes de transmission. Pourquoi Disney, actuellement, adapte en live ces grands films animés? Pour que les parents qui les ont vus à l'époque où c'était de l'animation, qui ont vu La Petite Sirène, emmènent leurs enfants revoir La Petite Sirène dans une nouvelle version,
pour revivre leur plaisir enfantin. Donc ces rythmes de Bob Moran, les industries culturelles les exploitent exactement pareil, mais cette fois-ci en les programmant et de manière consciente. C'est-à-dire la transmission, l'industrie culturelle est devenue une industrie de la transmission. Voilà quelques exemples d'articles, parmi une très grande quantité d'articles que je vous recommande parce qu'ils sont tout à fait passionnants.